Bonjour tout le monde. Je dis tout de suite que j'ai pas retrouvé mon micro. Donc ça se peut que le son soit pas parfait. Ça se peut aussi que vous entendiez les bruits ambiants, comme mon chat qui pourrait faire des niaiseries. Mais j'espère que le son est assez clair et que ça va fonctionner pour vous. Dans cette vidéo, je voudrais revenir sur le travail pratique numéro un que vous avez fait la dernière fois qu'on s'est vu. Je sais que ça fait un petit bout, mais bon, c'est ce que vous avez fait. Un travail qui compte pour 5% et dont la moyenne, je pense que vous avez pu le voir, est assez basse. Puis j'ai cru comprendre que ça en a inquiété certaines d'entre vous. Donc c'est pour ça que je veux faire une petite vidéo là-dessus, revenir sur le travail, la correction. Peut-être vous rassurer un petit peu, parce que, bon, premièrement, je l'ai dit, c'est 5%. C'est pas quelque chose qui vient ruiner une session. Si vous l'avez bien réussi, tant mieux, mais il va falloir faire les autres travaux aussi pour réussir votre session. Je vous dirais que je ne suis ni surpris ni inquiet de la moyenne. Puis je précise tout de suite ce que je veux dire. Quand je dis que je suis pas surpris, c'est pas que je vous sous-estime ou que je pense que vous êtes mauvais. C'est parce que, en général, pour le premier travail de la session, j'aime ça préparer quelque chose de très précis. Tu sais, je vous demande quelque chose d'assez précis, qui est très facile à corriger pour moi, qui n'est pas nécessairement facile pour vous. Parce que, tu sais, quand on cherche quelque chose de très précis, si on ne l'a pas, ben, il y a des points qui s'en vont. Euh, mais je trouve ça important parce que, pour moi, vu que c'est plus facile à corriger, c'est que je sais ce que j'attends de vos réponses. Puis je sais assez clairement ce qui est bon et ce qui est moins bon dans vos réponses. Puis une fois que vous avez cette correction-là, à mon avis, ça va vous aider pour la suite des choses. Parce que vous allez savoir un peu, bon, comment je corrige, quel genre de questions je peux poser. Puis je dis que je ne suis pas inquiet parce que même si vous avez échoué ce travail-là, encore une fois, votre session n'est pas en danger. Vous aurez l'occasion de vous rattraper, que ce soit dans les travaux pratiques ou dans l'examen numéro 1, par exemple, qui s'en vient bientôt, 2 semaines après la semaine de relâche. Mais j'ai goût de revenir avec vous là-dessus, juste pour éclaircir les choses. Puis cette vidéo-là, si je me fie à ce que je veux faire, ça va être en deux parties. Il va y avoir une partie comme ça où je vais jaser un petit peu sur le travail, puis à la fin, je vais utiliser des diapositives pour que ça soit encore plus clair. Donc revenons, c'est un travail qui avait deux questions, ce ne sera pas très compliqué de passer à travers. La première, montrer d'abord pourquoi on peut soutenir que Descartes est un philosophe parfois objectif et parfois subjectif, auquel de ces deux aspects, c'est-à-dire objectif ou subjectif, se rattache le doute. Justifiez l'ensemble de vos remarques en vous référant à la démarche de Descartes, telle que nous l'avons abordée en classe. La première chose qu'il faut voir dans cette question-là, c'est qu'il y a un certain ordre parmi les choses qui vous sont demandées, et j'aimerais que dans votre réponse, vous respectiez cet ordre-là. Ça, souvent, je ne l'ai pas vu. Si je vous dis montrez d'abord telle chose, ensuite faites ceci, ben, je m'attends à ce que la réponse fasse ça. C'est-à-dire que pour commencer, pourquoi on peut soutenir que Descartes est un philosophe parfois objectif, parfois subjectif? Ce que j'attendais en gros, c'est que Descartes, il faut distinguer les deux. Il ne faut pas juste mêler objectivité et subjectivité. C'est deux choses distinctes et qui sont distinctes aussi dans la pratique de Descartes. Descartes est objectif quand il pratique la science, quand il utilise la raison, quand il examine, qu'il compare, il vérifie, il contre-vérifie. Puis quand il veut faire la philosophie une science pure, tout ça, ça relève de l'objectivité. Je vous rappelle, l'objectivité, qu'est-ce que c'est? C'est quand c'est l'objet qui domine. Quand il y a un pas de recul qu'on prend par rapport à l'objet, qu'on le regarde, qu'on l'examine, qu'on l'évalue, c'est pas le sujet, c'est-à-dire la personne elle-même qui est impliquée beaucoup dans ce qu'elle fait, c'est l'objet qui mène. Par exemple, dans le travail scientifique, ce qu'on veut, c'est pas les avis personnels d'un scientifique sur un astre qu'il étudie, c'est son travail objectif d'observation, d'examen, de comparaison sur cet astre-là. Donc, chez Descartes, c'est quand il pratique la science. Quand il est subjectif, c'est-à-dire quand c'est le sujet qui mène dans ce qu'il fait, rappelez-vous l'image que j'ai utilisée pour illustrer la subjectivité, c'est un artiste qui s'implique tellement dans ce qu'il fait qu'il se reproduit dans l'image. Il tient une espèce de boule de cristal réfléchissante, puis on le voit dedans.
Ou quand un écrivain va dire, moi je vais m'inspirer de mon vécu pour le roman que je suis en train d'écrire, c'est de la subjectivité. Comment Descartes est subjectif? C'est sûr, en utilisant le je, en parlant pour lui-même, en misant sur son vécu, sur ses expériences, on peut dire qu'il y a de la subjectivité là-dedans. Tu sais, quand il dit, je vais faire le ménage une fois en ma vie, maintenant que je suis dans le bon état d'esprit, comme ça, je vais pouvoir faire le ménage parmi mes idées. Il parle au je. C'est son expérience. Maintenant, ce qui est la clé de cette question-là, c'est ce qui a été souvent raté, je demandais auquel de ces deux aspects, objectif ou subjectif, se rattache le doute. Il y a beaucoup de monde qui m'ont parlé de subjectivité alors que le doute, c'est objectif. Je m'explique, parce qu'il y a beaucoup de gens, comme j'ai dit, qui ont perdu des points là-dessus. Je pense qu'il y a beaucoup de gens qui se sont dit c'est subjectif parce que Descartes doute de lui-même. Il dit je doute de certaines choses. Donc, peut-être que vous avez pensé que c'est le je qui dominait dans le doute. Mais quand on y réfléchit un petit peu, le doute, on l'a vu en classe, c'est l'allié de la raison. Ce sont les deux principes, un A, un B de Descartes. On peut dire la raison, c'est le principe central, c'est un rationaliste. Mais le doute est associé à la raison. On sait que la raison, c'est quelque chose d'objectif. Hein? C'est un raisonnement, c'est la logique, la comparaison. Mais le doute aussi. Ça a beau être exprimé au je, le doute, on l'a vu, c'est la mise entre parenthèses d'un jugement. Donc, c'est un pas de recul qu'on prend. On se dit, je ne peux pas dire si c'est vrai ou faux. Je ne prends pas de recul, je vais évaluer ça, je vais attendre d'avoir des preuves. C'est objectif, cette chose-là. Tu sais, le pas de recul, dans l'image que j'avais suggérée de l'objectivité, c'était Galilée qui étudie un astre au bout de son télescope. Il y a une distance entre le sujet et l'objet. Mais dans le doute, c'est le cas aussi. Douter, c'est remettre en question, c'est examiner, c'est comparer, c'est pas s'investir soi-même. Même si je dis je doute, ben l'activité ou le fait même de douter, c'est quelque chose d'objectif parce que je me retire puis je suspends mon jugement, je le remets à plus tard. Donc c'est ça. Puis quand je disais justifier l'ensemble de vos remarques en vous référant à la démarche de Descartes, c'est juste que je voulais que vous fassiez des références précises à sa manière d'utiliser la raison, le doute et toutes ces choses-là. Donc c'est ça, parce que si vous dites le doute est subjectif, c'est clair qu'il y a une partie des points qui s'en va. Si vous distinguez pas bien comment Descartes est objectif d'une part et subjectif de l'autre, parce qu'encore une fois, il faut distinguer les deux. C'est pas la même chose. Alors voilà pour la question 1. Pour la question 2, c'est un autre type de défi que je vous lançais. La question, c'est dans quel but Descartes soulève-t-il la possibilité qu'il est fou, qu'il dort ou qu'un malin génie existe? C'est les trois scénarios un peu fantaisistes à première vue, même si on a vu que c'est pas si fantaisiste que ça, parce que c'est des questionnements qu'on peut appliquer à notre expérience de tous les jours. Donc, dans quel but il soulève ces trois scénarios-là? Bref, que cherche-t-il à montrer en utilisant trois expériences de pensée aussi étranges? Et là, j'ajoutais, soyez précis et précises. Là, le défi de cette question-là, pour moi, c'est justement la précision. Puis être précis, ça ne veut pas dire faire un long texte. Au contraire, je dirais, être précis, c'est d'identifier une chose de la façon la plus claire possible. Et là, le problème qu'il y a eu dans cette question-là et vos réponses, dans certains cas, c'est que vous m'offriez des réponses trop larges. Puis la manière que j'ai corrigé ça, c'était 3 points sur 15, parce que l'autre question était 12 points, c'était pas mal plus lourd. Mais plus vous vous approchiez de la réponse que j'attendais, plus vous aviez de points. Mais souvent, vous étiez un petit peu autour, en périphérie. Ce que je vais faire pour vous montrer un peu ce que je veux dire par précision, être précis, je vais vous donner les 3 principales réponses que j'ai vues dans vos travaux, de la moins précise à la plus précise. Puis je les corrigé en conséquence. Vous allez voir, généralement, quand c'est très général, j'ai donné 1 sur 3. Quand c'est encore un peu trop général, 1.5. Et quand vous êtes direct sur la coche, 3 sur 3. Donc, dans quel but il soulève ces 3 scénarios-là? La réponse la plus large, qui pour moi n'est pas convaincante, c'est quand vous me dites c'est pour douter de tout.
Ça ne me convainc pas parce que on a vu que pour douter de certaines choses, par exemple de théories ou de trucs abstraits, on n'a pas besoin de ces trois scénarios-là. On n'a pas besoin, tu sais, si quelqu'un me confie une idée et que j'en doute, j'ai pas besoin de me demander est-ce que je dors, est-ce que je suis fou, ça ne s'applique pas du tout. Donc douter de tout, c'est pas assez précis pour moi. Il y en a qui se sont approchés de la meilleure réponse et qui m'ont dit il faut douter de ce qu'il y a de plus évident. Oh, là, on commence à chauffer, là. Parce que ça commence à être plus précis. C'est pas juste douter de tout, c'est que parmi toutes les choses dont on doute, c'est les choses les plus évidentes qui sont concernées. C'est vrai, mais en même temps, c'est pas encore assez précis. C'est quoi les choses les plus évidentes? Il faut me les nommer. Et ces choses-là, ce sont les perceptions sensibles, les sens. C'est pour ça qu'ils développent les trois scénarios. Donc, c'est pas pour douter des théories, c'est pas pour douter de ce qu'il lit dans les livres, c'est pour douter de ses perceptions sensibles. Que cette table-là que j'ai devant moi est vraie. Que les feuilles que je tiens entre mes mains, ce recueil de textes merveilleux, que ces choses-là sont vraies. J'ai besoin d'introduire tout ça parce que c'est pas facile de douter des sens. J'ai besoin comme de me figurer des scénarios qui me permettent de le faire. Donc, vous voyez, il y a comme différents degrés. Là. Puis quand je vous demande d'être précis, il faut vraiment identifier la chose. Hein? C'est pas douter de tout. C'est pas douter juste de ce qui est le plus évident, c'est pour douter des sens. Donc ça, pour moi, c'est exactement ce qui était demandé. Et ceux qui m'ont dit ça, 3 sur 3, aucun problème. Donc j'espère que ça clarifie un petit peu la correction.